Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Disciples d'Hippocrate. Aujourd'hui, je fébrile déjà, l'honneur d'avoir Dr Jean-Sébastien Lebon, qui est un invité très spécial pour moi. C'est mon mentor, quelqu'un that I look up to. Je ne sais pas s'il est stressé ou fébrile en ce moment, mais en tout cas, ça me stresse un peu, sérieusement, Tahir, là, je dois avouer. Là, j'ai dit non à ma blonde tout le long en m'en venant ici, là, mais quand même, je préfère faire des dissections arctiques, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste dit hier, écoute, on l'a déjà eu cette discussion-là, on l'a eu, si tu te souviens, on était entre Palm Springs puis LA dans un pick-up, puis tu étais étudiant en médecine, puis tu me posais des questions un peu sur la vie, sur un peu tout, puis je pense qu'aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions, les gars. Il nous a dit aucun filtre, fait que ça s'apprête pour être un épisode comme nul autre avant. Un filtre, là, genre que j'aimerais pas que le doyen m'envoie un message lundi matin me dire « What's up? » Mais jusque-là, ça va. Une petite gêne, une toute petite. Une petite. Excellent, excellent. Le monde médical demande toute votre énergie. Et pour vrai, vos finances, ça devrait pas être un stress de plus. Étant nous-mêmes résidents en médecine, on sait c'est quoi avoir des questions qui arrivent dès le début de votre parcours, tant sur la marge de crédit, le bon moment pour investir et même plus tard pour l'incorporation. Et c'est pourquoi on est heureux de vous présenter le sponsor de notre podcast, Drouin Gestion Financière. Reconnu dans le monde médical depuis plus de 15 ans, Drouin est une firme de gestion financière qui se consacre exclusivement aux étudiants, résidents en médecine ainsi qu'aux médecins pratiquants. Avec déjà plus de 3000 clients en médecine, leurs atouts majeurs, leur expérience, leur connaissance du domaine médical ainsi que leur indépendance face aux institutions financières. C'est une équipe expert en finance, comptabilité, fiscalité et hypothèque, tous sur le même toit. Ils sont là pour couvrir l'ensemble de votre vie financière, la simplifier, l'optimiser et vous donner la tranquillité d'esprit que vous cherchez. Nous les remercions d'encourager ce podcast et vous encourageons à planifier une rencontre d'introduction gratuite et sans engagement en utilisant le lien sous la description. Fait que je pense qu'on peut juste commencer par vous donner l'opportunité de dire qui vous êtes puis qu'est-ce que vous faites dans la vie. En fait, moi, je suis Jean-Sébastien, là, je suis anesthésiste, puis je travaille à l'Institut de cardiologie de Montréal. Là, ça fait 20 ans que je fais ça. Quand j'étais étudiant en médecine, en fait, je ne savais pas trop quoi faire un peu comme vous. Là, moi, j'avais fait pharmacie avant, puis je me suis retrouvé en médecine par un heureux hasard. Là, en fait, j'ai fait un stage de pharmacie. À la fin, j'étais rendu en 4e année. Ma vie, c'était j'allais être pharmacien. J'aimais la matière, puis la science qu'on avait en pharmacie, j'aimais ça. Puis finalement, je me suis retrouvé en stage. Puis faire une histoire courte, je me suis plus tenu avec les gens en médecine, puis j'étais comme wow, tu sais, je veux vraiment faire ce qu'ils font. Fait que j'étais dans une unité de médecine interne. Fait que je m'étais dit, bon, ben écoute, moi, je vais aller en médecine interne. Puis je pense que ce qu'il faut juste ramener, c'est que j'ai eu le bon conseil de quelqu'un qui était déjà en médecine de me dire, hey, tu sais, garde l'esprit ouvert. Ouais. Tu sais, t'es pas obligé d'aller en médecine interne. T'as pas de contrat, là. Tu sais, fais tes stages, puis regarde. C'était à quel moment, ça? Ça, c'était, écoute, en fait, j'allais en médecine, puis j'avais déjà un de mes amis qui, lui, tu sais, était du cégep, puis il était en médecine, puis il m'avait dit, non, mais tu sais, garde l'esprit ouvert, tu sais jamais. Tu sais. Puis sérieusement, c'était vraiment le meilleur conseil. Parce que je me suis retrouvé à faire ça, l'esprit ouvert, puis au début, je voulais faire médecine interne. Puis je me suis retrouvé à l'unité de médecine interne, puis il y avait une chose qui m'allait pas, c'est que moi, j'étais un gars dynamique, j'ai fait beaucoup de sport, j'aime l'action. Puis là, je retrouvais pas cette action-là Puis tu sais, je veux pas dire... l'unité d'enseignement, c'est d'autres choses que, tu sais, je regarde, moi, je suis à l'Institut de cardio, fait que je regarde mes amis cardiologues qui sont, disons, hémodynamiciens, puis qui vont passer une semaine au 4e... Tu sais, c'est pas main game, là, tu sais. Fait que je comprends tout ça, mais moi, ce que j'avais comme exposition, c'était un truc un peu statique, tu sais, l'unité d'enseignement, t'as pas vraiment le fast-pace. Ouais, t'as pas le fast-pace, puis t'as pas le plus beau cas de cardio, il est en cardio, il est pas à l'unité. Fait que, tu sais, bon, ça m'avait pas complètement rempli, puis tout ça. Puis là, je suis arrivé en médecine, j'étais arrivé en anesthésie, puis on faisait un petit stage, puis je me rappelle, j'étais avec, puis je vais nommer son nom, là, j'étais avec Louis-Philippe Fortier, puis c'est à cause de Louis-Philippe Fortier que je suis en anesthésie. Puis il avait fait un geste super banal. On était en anesthésie, puis je trouvais ça cool. Tu sais. J'aimais, en fait, la action-réaction. On fait tout ça. Puis finalement,
Écoute, on se fait appeler à la salle de réveil. La patiente qu'on avait endormie il y a comme genre presque 1 heure désaturait. Mais tu sais, comme genre rendu, tu satures à 60, t'es bradycarde, là, ça va plus, tout le monde panique. Puis là, docteur Fortier, je me rappelle, est arrivé on est arrivé en marchant. Là, moi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Puis il avait juste pris la mâchoire, puis il avait levé la mâchoire, puis ça avait fait... Puis là, tu sais, il a recommencé à respirer, puis il resature. Là, tout le monde est comme... Là, j'étais comme, wow! Le savior. Maintenant, 20 ans plus tard, je suis comme... OK. mais dans le temps, j'étais comme, wow! Puis finalement, écoute, c'est pour ça que j'ai décidé l'anesthésie. Puis après ça, des stages, tu as plein de clientèle, c'est vraiment action-réaction. Puis c'est drôle parce que aujourd'hui, j'étais content que tu m'invites parce que, je comprends que c'est plus des étudiants en médecine. Puis moi, je vais donner une perspective. Oui, j'ai été étudiant en médecine, mais là, je suis 20 ans plus tard. Puis, comme tout est vu avec une lunette un peu différente. OK. Qu'est-ce que vous voyez de différent par rapport à comme moi, j'ai choisi ça, action-réaction. Ouais. Puis là, maintenant, mon plus grand plaisir, c'est d'accompagner les patients. Comme tout le monde va dire, oh mon Dieu, l'anesthésie, la relation avec le patient, t'es endors, t'as pas de relation avec les patients. Là, j'étais comme, OK. Puis, quand on choisit, peut-être t'as du monde dans ton entourage qui dit, anesthésie, tu vas pas avoir beaucoup d'interaction avec les patients. Moi, je trouve ça vraiment différent. Là. C'est une interaction super intense. Le patient, il est là. Moi, je fais ça tous les jours de ma vie. Là, fait que je suis pas stressé. Plus stressé aujourd'hui parce que je fais pas ça de ma vie. Mais, je suis pas stressé, mais lui, il est stressé. Ouais. C'est probablement une des occasions, des événements les plus stressants de sa vie. Il arrive là, il est super vulnérable, il est malade, il file pas. Puis, sérieusement, moi, il faut que je rentre en relation, il faut qu'il me fasse confiance. Puis moi, je vais vivre ce moment-là avec lui. Souvent, c'est spécial. Comme quand je les endors, tu te souviens, j'essaie vraiment de dire, je vais être là pour vous, je vais être là tout le long, je vais vous voir après, parce que, sérieusement, tu es vraiment vulnérable, puis c'est pas facile. Fait que moi, comme au début, j'ai choisi ça, puis au début, pour une raison, puis finalement, maintenant, je trouve que ce qui m'allume le plus, c'est d'autres raisons. J'aime encore l'action, réaction, avoir des plans, être préparé. Mais ça change. Puis aussi, comme vous parliez du CARMS, puis tout ça, tantôt, on parlait de façon informelle, mais le CARMS, je veux dire, c'est comme l'affaire la plus stressante de ta vie quand t'es... Quand on met en perspective. C'est un gros step, Mais quand tu es étudiant en médecine, si tu veux comme une montagne. Ben, ça paraît comme un genre de... Ça décide ta vie, c'est ça que tu vas faire. C'est comme final, point à la ligne. Mais finalement, on apprend que c'est pas tout à fait ça, mais quand même, quand on est dedans, c'est quelque chose. Hein. Mais tu sais, les stakes sont high. Toi, tu as travaillé fort. Tu veux, disons... Il y en a qui sont moins sûrs de ce qu'ils veulent, mais il y en a, disons, toi, tu es en radio. Moi, je veux vraiment être en radio. C'est soit je réussis mon entrevue puis je suis pris, ou genre, faut que je change mes plans. Fait que c'est beaucoup. Hein, je suis d'accord. Puis, j'ai une autre vue aussi sur la résidence que quand je suis résident. Quand tu es résident, tu es comme... c'est beaucoup de travail, c'est stressant, puis tout ça. Puis, moi, je vois ça vraiment comme, hey man, la résidence, c'est tellement. Puis, j'essayais de le dire aux résidents quand j'étais directeur de département, de programme. Puis là, j'ai divagué, ça, c'était sûr. Là. C'est le but du podcast. Mais juste dire que, comme moi, la résidence, je voyais juste ça comme une opportunité d'apprendre puis de devenir autonome. Puis, c'était vraiment un moment incroyable dans ta vie. Puis, à la fin de la résidence, début patron, j'allais dire, ah mon Dieu, si j'avais pu être résident toute ma vie, mais être payé comme un patron. Il veut me garder résident toute ma vie pour me payer comme un résident. Oui, parce que s'il vient travailler comme mon collègue, je préférais vraiment le payer comme un résident puis splitter sa paye. Non, mais tout ça étant dit. Fait que, tu sais, si on retourne donc, je suis anesthésiste, je suis à l'Institut de cardiologie de Montréal, j'ai fait mon fellow en chirurgie cardiaque minimalement invasif en Belgique. Je suis revenu à l'Institut cardio, puis depuis ce temps-là, ça fait 20 ans que je travaille là. Puis vous avez touché un point qui est intéressant, puis je pense qu'on va en discuter en long et en large, là.
vous avez décidé d'être directeur du programme d'anesthésie à Montréal. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça, justement? C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Désolé, Alain, là, j'ai pas décidé. Mais je me suis toujours impliqué. Puis on parlera de ça plus tard parce que l'implication, c'est important. Parce que c'est ce que vous allez faire de votre vie. Fait que si vous vous impliquez pas, ben vous déciderez pas vraiment comment votre carrière allait. Il faut s'impliquer. Fait que moi, je me suis impliqué. J'étais résident, j'étais résident, comment on dit, pas coordonnateur, résident en chef. Mais je représentais des R1. Puis après ça, quand tu deviens R4, tu deviens résident en chef. Fait que j'ai toujours été sur le comité de programme. Puis j'ai fait des entrevues à titre de résident, le comité d'accueil les premières années, après ça, les entrevues. Après ça, je suis devenu responsable des résidents à l'Institut. Puis là, François Girard, qui est rendu le vice-doyen à l'Université de Montréal, qui était le directeur de programme, dit « Hey, Jess, je te verrais comme ça. » Puis moi, je me voyais pas comme ça. Moi, je me voyais comme un gars qui allait faire beaucoup de recherches. Puis j'avais toute l'innovation clinique. Je revenais faire ce qu'il appelait toutes des chirurgies mitrales puis des tricuspidiennes par robotique puis par thoracoscopie. Puis moi, je m'étais formé là-dedans. Puis on avait plein de trucs qu'on voulait mettre de l'avant. Fait que moi, je me voyais plus comme clinicien, peut-être un peu chercheur, là, pas chercheur, clinicien-chercheur là, avec une grosse formation, mais des projets de recherche. Fait que moi, je me voyais comme ça. Puis je me disais, François, je suis pas sûr que j'ai le goût de devenir directeur de programme. Puis finalement, après y avoir repensé, sérieusement, puis c'est vraiment une des meilleures décisions de ma carrière, là, c'est que je me suis dit, j'aime ça enseigner. Fait que je pense que si tu veux enseigner, puis tu veux faire partie, en fait, des gens qui vont un peu façonner l'avenir puis la carrière des résidents, ben, il faut que tu t'impliques. Fait que j'ai dit, écoute, oui. Fait que j'ai dit oui, puis j'ai jamais regretté ça, sérieusement. C'est drôle, ce point-là, de savoir si on est fait pour l'enseignement, parce qu'on a touché tantôt l'unité d'enseignement en médecine interne. Eux, ils ont cette interaction entre junior, senior, beaucoup plus que nous en anesthésie. Ouais. Puis nous, je veux dire, j'ai jamais été en contact avec quelqu'un en position de supervision comme résident en anesthésie jusqu'à comme cette année. Là. Ouais. Puis c'est tellement une perspective différente que tu vois, de un, ça m'a comme permis de voir le chemin qu'on a fait depuis le début. Ouais. Mais de deux, c'est un skill en soi, superviser quelqu'un. Genre, quand le R1, qui est comme à sa deuxième journée, met une aiguille dans le cou pour mettre une voie centrale, c'est trouver l'équilibre entre lui expliquer puis lui donner sa place puis son autonomie pour faire des erreurs de manière sécuritaire, mais en même temps pour que ça soit safe pour le patient. C'était pas facile. Je vais encore name-dropper, OK? Puis, je sais pas si ces gens-là vont écouter le podcast, là, mais moi, tu sais, c'est là où j'ai découvert qu'à superviser, c'est difficile. Puis ce que tu dis, c'est vrai. Moi, je me rappelle, on endormait une tétralogie de Fallot qui désaturait, tu sais, dès qu'elle pleurait un peu. Puis elle est arrivée sans intraveineuse, tu sais, ça, c'est des affaires techniques, là, mais... Puis j'étais avec Chantal Hickey. Chantal Hickey, c'est une patronne à Sainte-Justine. Et puis, j'étais avec Chantal Hickey. Puis là, je me rappelle... le petit, on le baguait, puis là, tout d'un coup, on essayait de l'intuber. Puis là, moi, c'était ma première tentative d'intubation, mais tu sais, comme genre, j'avais un peu de misère. C'était un petit bébé de 3 kilos. Puis là, il commence à désaturer, puis quand il désature, il devient bradycarde. Puis là, tu sais, t'es comme... Oh. Fait que là, tu sais, je voyais bien les cordes, mais j'ai pas eu le temps de mettre le tube. Fait que là, tu sais, on recommence, mais là, pour qu'il revienne un petit peu de massage, un petit peu de bagage, puis là, il revient. Ça a l'air simple. Là, et là, t'es comme... OK. Puis là, je me retourne vers Dr. Hickey, puis je dis, Dr. Hickey, je voyais les cordes, je pense que je peux l'intuber. Elle me regarde, dit, ben, si tu vois les cordes, puis tu penses que tu peux l'intuber, vas-y. J'étais comme, wow. Ouais. C'est vraiment... Elle est top. Fait que tu dis, OK, mais tu sais, ça, c'est vrai dans tout. Puis la supervision, c'est vraiment... c'est d'être capable de s'adapter. Puis ça, c'est dur, tu sais, parce que ça te prend, toi... Puis je me disais, quand j'étais jeune patron, tu as moins confiance en toi. Mais quand j'ai confiance en moi plus, puis, tu sais, pensez-y, un jeune patron, toi, tu viens juste de finir, tu étais dans l'autre chaise il y a genre, disons, le 1er juillet. Hier, tu étais dans l'autre chaise, puis là, d'un coup, tu es dans l'autre chaise, puis il faut que tu fasses confiance à quelqu'un. Toi, tu n'as pas tant confiance que ça en toi de même, parce que... Mais je pense que, comme moi, du point de vue technique, quand on apprend en radiologie, je trouve que les superviseurs qui m'ont le plus aidé, c'est ceux que j'ai l'impression de l'extérieur qui sont comme complètement en contrôle de la situation. Ouais. Même si ils savent que genre, on apprend des gestes ou c'est pas encore. Si eux sont complètement en contrôle, on dirait qu'ils sont plus à l'aise de
Ben, c'est certain. Si c'est des gestes qu'ils sont très habitués de faire ou ils savent comment gérer beaucoup plus les Je pense que complications. c'est ça, le confort du superviseur puis l'autonomie qu'il va te laisser est souvent dépendante, je ne veux pas dire de ses skills, mais de sa capacité à rattraper tes erreurs. Ben, c'est ça, tu sais, comme disons, moi tu sais, ça a changé beaucoup, là, tu sais, dans le temps, quand je commençais ma pratique, puis des fois, tu sais, on va mettre un exemple, il faut mettre une ligne artérielle pour monitorer la pression de façon invasive. Ben moi, avant, tu sais, quand le résident en avait magané une ou deux, là, tu commences à dire, OK, il me reste juste une autre alternative ou deux, tu sais, je vais y aller. Là, maintenant, tu sais, des fois, je suis comme, ouais, vas-y encore, puis, tu sais, parce que j'ai la confiance que je vais être capable, que j'ai une alternative. Mais tu sais, au bout de tout ça, par exemple, il y a un patient, tu sais, puis ça, c'est important. Puis tu sais, la supervision, tu sais, c'est cool, puis tout ça, mais à la fin de la journée, il y a un patient. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis juste avant qu'on reparte, parce que, tu sais, comme je disais, tu sais, la confiance, là. Puis les gens, souvent, ont une vision, tu sais, de la résidence comme, tu sais, c'est ma formation. Fait que quand j'arrive à R5, puis là, tu sais, toi, tu vas graduer à R5, je passe mon examen du Collège Royal, ben, je suis un anesthésiste. Mais tu sais, ta formation n'est pas finie. Elle finit jamais, la formation. Les bons anesthésistes que je connais, là, c'est du monde qui sont encore intéressés, qui apprennent encore, puis que tous les jours, ils apprennent de leurs erreurs. Parce que si tu penses qu'à la fin de R5, c'est comme fini, I'm done, I'm anesthésiste, je fais plus rien, je te jure que dans 5 à 10 ans, tu ne seras pas vraiment un super anesthésiste. Puis d'où l'importance aussi, je pense, d'être dans une situation où tu as des apprenants, parce que ces apprenants-là vont venir avec un vent de renouveau. De un, par juste les présentations qu'ils vont faire, les questions qu'ils vont poser. Puis je pense que ça crée un genre de challenge au patron de justement rester à jour. Oui. Ça, tu as raison que le résident ou même l'externe, le fellow, chez nous apporte beaucoup parce qu'il nous challenge, on se pose des questions, on discute. Puis on apprend, moi aussi, lui aussi. Je ne sais pas toutes les réponses, mais on apprend. Mais où je veux juste faire un bémol, parce que moi, j'ai travaillé quand même, je vais remplacer en région parce que je veux garder ma main un peu générale, où je suis capable de faire tout. Pas juste de la cardiaque, je suis capable de faire les épidurales, je suis capable d'endormir un petit bébé. Fait, je veux garder ça. Puis je vais encore name dropper parce que moi, il y a un gars qui m'a toujours impressionné. Puis c'est un gars parce que je travaillais à Sept-Îles. Le gars, il s'appelle Daniel Lefebvre. Daniel Lefebvre, c'était pas un anesthésiste cardiaque. Il avait jamais de résident. Puis il n'était pas universitaire, il était à Sept-Îles. Il n'y avait pas de résident, rarement des externes. Tout ça, puis c'est le gars le plus allumé. Le gars, il allait dans tous les congrès, il apprenait tout. Le gars, au niveau de la régionale, il savait tout. Fait que, tu sais, oui, quand tu es en milieu universitaire, tu n'as pas le choix. Fait que, tu sais, tu te fais challenger jour le jour. Fait que, pas bien le choix de rester à date. Mais si tu es en région, tu peux décider de toi-même. Puis il y en a, tu sais, comme genre, la grande majorité du monde en région, ils se gardent au courant, ils sont sharp, là, tu sais. Puis ils sont spécialistes de ce qu'ils font. Tu sais, moi, je suis spécialiste de mon domaine en cardiaque. Mais la personne, disons, qui est n'importe où, là, disons Robert Val, ben, tu sais, de ce qu'il voit tous les jours, il est le spécialiste. C'est lui le spécialiste de ce qu'ils font. Tu sais, je le regarde faire de la régionale. Wow, tu sais, ils sont meilleurs que moi, c'est sûr. Tu sais. On dirait que c'est quasiment un point de curriculum caché qu'à la fin de la résidence, il faut aussi comme avoir appris à s'auto-former. Oui. Fait que des fois, tu sais, on n'a pas les connaissances, on voit des cas, puis là, comment est-ce qu'on pallie pour aller chercher ça? Puis en radiologie, c'est toujours vrai. Il y a toujours un examen que j'ouvre. Puis là, je suis comme, je sais aucunement comment faire, comment lire ce truc. Puis là, c'est d'aller chercher les bons articles, de poser les bonnes questions, puis c'est d'aller chercher cette mais là, Alain, tu as dit quelque chose pour tous les étudiants, mais aussi pour tous les gens dans le métier. C'est qu'il faut que tu connaisses tes limites. Tu sais, genre, à la fin de la journée, il y a un patient qui est là, puis si tu le sais pas, sois assez humble pour dire « je le sais pas ouais, ». Puis va chercher ChatGPT. Non, mais c'est drôle. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, c'est sérieux, là. Et comme, puis des fois, tu sais, on a le goût, tu sais, parce qu'on est orgueilleux, tu sais, de dire « ouais, ça, je sais ça ». Non, je le sais pas, tu sais. Puis j'avoue qu'après 20 ans, tu te dis, j'ai plus de facilité à dire « oh, écoutez, guys, je sais pas ça, là. » Tu sais, je vais aller voir. Puis, tu sais, quand on est en formation, on est toujours évalué. On a toujours le goût de dire « oui, je le sais ». Puis moi, un résident, tu sais, que si un jour on arrive sur un truc, disons,
qu'on voit pas souvent, puis j'y demande, hey, t'haïr ça, tu sais, ouais, je sais pas. Mais ça, c'est correct. Tu sais, pas le savoir, c'est savoir ses limites. Puis moi, disons, parce qu'il y a beaucoup de temps en supervision, où tu sais, il y a une supervision vraiment très de proximité, mais il y a aussi une supervision un peu plus distante quand ils deviennent bons. Mais moi, je suis vraiment intéressé qu'un résident ou qu'un n'importe quel apprenant me dise ça, je ne sais pas. Fait que j'ai confiance que si j'y fais faire une tâche puis je ne suis pas complètement là pour le superviser, il va dire « Wow, là, ma limite est dépassée. » Je me rappelle un jour, je travaillais avec Dr Lebon, c'était vers la fin du stage, puis il est juste arrivé le matin avec une liste de questions qui s'est dit « Aujourd'hui, Tahir, voici des choses qu'on ne sait pas. » Puis le but, c'est qu'à la fin de la journée, on les sache. Puis il y avait des choses qui peuvent paraître genre beigning, mais c'était juste pour un patron qui fait ça depuis genre 20 ans, de se dire, d'avoir l'humilité de dire à son résident, voilà, je ne sais pas ces affaires-là. Puis moi et toi en équipe, on va s'asseoir, puis on va regarder, puis on va sortir de cette journée grandie, genre. Je me rappelle, tu sais, on se disait, ah, tu sais, un monitoring de pression invasive, faut-tu mettre ça? Faut-tu vraiment mettre ça? Tu sais, pourquoi on met ça? Tu sais, ça, c'est ça. Puis, tu sais, parce qu'il faut que tu te questionnes, parce que sinon, tu t'amélioreras pas. Sinon, tu vas stagner. Bon, quand tu es arrivé à R5 à la fin de ta formation, on sait que tu vas stagner à un niveau qui est où tu es autonome et sécuritaire. Bravo. Mais, tu sais, je veux dire... c'est quoi la prochaine étape? Je pense pas que le patient, il est juste content de savoir « Ah, mon médecin est genre autoritaire et sécuritaire. » Tu sais, genre, tu veux le best, hein? Tu veux le meilleur. Mais honnêtement, c'est ça qu'ils disent des examens aussi du collège, c'est qu'à la fin, ils veulent juste s'assurer que tu sois sécuritaire, que tu sois un... overall, comme que tu connaisses tes limites, puis que tu ailles chercher de l'aide, puis toute la collaboration interdisciplinaire qui vient avec. 100%. Ils mettent beaucoup, beaucoup d'emphase là-dessus. Puis, je vais juste nous amener sur un sujet que je pense c'est essentiel qu'on profite de votre présence pour en parler, mais on l'avait rapidement touché, le CARMS. Ouais. C'est gros, c'est une montagne, on l'a vécu comme résident, vous l'avez vécu comme directeur de programme. Ouais. Ça ressemble à quoi de l'autre côté du rideau? Ben, pour nous, c'est super important. Tu sais, je veux dire, pas juste pour un programme. Pour un programme, pour une profession, c'est important de choisir des gens qui vont être bons dans ce qu'ils font. Puis là, on va mettre des balises. Être bon dans ce qu'ils font, là, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que d'autres. Ça veut dire que si toi, t'aimes ce que tu fais, puis ça, c'est pour ça que c'est important pour les étudiants de comprendre que il faut faire des stages dans ce qu'on veut devenir. C'est pas pour un truc, j'ai fait des bons stages à Option, j'ai eu des bonnes évaluations, je vais être pris dans ce programme-là. Ou disons, je fais de la recherche dans ça, je vais être pris dans ce programme-là. Faites-les pas dans cette optique-là. Faites-les dans une optique personnelle. Je vais faire ça 30, 35 ans, 40 ans. Genre, ça serait bon que j'aime ça, que j'aime ce que je fais, puis aller un peu plus loin de... Moi, des fois, j'ai des étudiants qui viennent avec moi, puis disons, on passe une journée incroyable. On fait des cas, même pour moi, là, c'est des méchants cas, ça. Puis j'avais eu 2 étudiants, je me rappelle une journée, puis j'avais dit, si vous choisissez anesthésie puis anesthésie cardiaque, choisissez-la pas là pour cette journée-là, choisissez-la pour mon bread and butter, ce que je fais tous les jours. Ça, c'est des journées que tout le monde, puis tu sais, en toutes les spécialités, vous allez avoir des journées... Bread and butter. Wow! Tu sais, ça, c'est un examen incroyable. J'ai fait un affaire... c'est tellement intéressant. Je fais des reconstructions 3D, puis il y a d'autres journées, c'est des suivis de micronodules pulmonaires. Puis, c'est important d'être tout aimé dans la spécialité un peu. Ben, t'es pas obligé de tout aimer, mais au moins dire, si je regarde les choses, je me sens bien quand même à faire le bread and butter. Fait que donc, pour les résidents, pour les étudiants, il faut faire son travail, il faut essayer de trouver une spécialité qu'on aime. Nous, on veut des gens qui vont aimer ce qu'ils font parce que ça va être des gens qui vont s'impliquer et qui vont se donner. Fait que ça, c'est important de faire un processus à vous. La deuxième chose qui est importante dans le CARMS, puis il faut comprendre la vue du programme, c'est qu'on veut choisir, en fait, des étudiants qui ont la capacité de bien réussir dans ce qu'on va leur apprendre. Okay. Fait que ça, c'est simple. Vous avez à peu près, disons, une vingtaine de stages, là, puis chaque stage, vous êtes évalué. Moi, un étudiant qui réussit bien dans un stage de pédiatrie, parce que des fois, le monde dit « Ah, mais pédiatrie, c'est pas anesthésie. » Non, c'est pas pareil, mais genre, si tu réussis bien dans un stage de pédiatrie, ben ça veut dire que tu vas être capable d'apprendre ce que je vais t'apprendre, tu vas être capable d'apprendre ce que je vais t'enseigner. Fait que ça, c'est assez intéressant. Fait que tous les stages sont pas à négliger pour un étudiant qui se dit « Oh non, mon stage de psy, aucun rapport avec la NEST. » Tu sais, on va se dire les vraies affaires. Là, quand on reçoit les dossiers, il y a pas ou peu, très peu en tout cas,
de stages où les gens ont soit des inférieurs ou des commentaires négatifs. C'est souvent des commentaires soit neutres ou positifs, mais souvent les évaluations sont toujours pas mal bonnes. OK. Fait que c'est un peu dur pour nous de distinguer qui serait un meilleur résident, selon ça. Mais on pense encore que le meilleur outil, c'est vraiment les évaluations de stage. D'accord. Habituellement, si vous êtes rendu à finir votre médecine, le processus va avoir fait que vous êtes assez intelligent pour apprendre des choses. Je veux dire, il n'y a personne qui est vraiment restreint au niveau cérébral. Il arrive à la fin de médecine. Après ça, comment il est capable de travailler en équipe, ça nous a... Fait là, ça, c'est les stages. Fait que nous, en fait, de la façon... Puis on en a parlé pendant longtemps, puis là, présentement, c'est plus moi qui est directeur de programme, je suis rendu directeur de département, mais dans la direction de programme, c'est des gens avec qui j'ai travaillé depuis les 10 dernières années. Sandra Lesage, Arnaud Robitaille, puis surtout Arnaud a travaillé fort, Sandra aussi, mais Arnaud a travaillé fort, en fait, sur le processus d'évaluation du CARMS. OK. Fait que nous, on a repensé à ça, on dit, OK, on veut des résidents qui sont capables d'apprendre puis qui vont bien. Fait qu'on a focusé, nous, vraiment sur les stages à option ou stages réguliers, genre comment ils réussissent dans ces stages. Puis là, je vais donner un truc simple aux étudiants, puis je dis toujours quand ils viennent me voir, les étudiants, réussir un stage, là, c'est vraiment assez simple. Tu te présentes à l'heure, tu es intéressé, le job est fait. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas besoin de grand-chose d'autre. Tellement genre 97% de la job, genre. Absolument. C'est quoi qui reste? Sérieusement, t'es intéressé. Fait que si t'es intéressé, je vais pas m'attendre à ce comme un externe, tu connaisses tout, disons, sur la sarcoïdose, puis tu sais, comme genre, tu vas me sortir les... Tu sais, genre, ouais, mais si le lendemain, on parle de la sarcoïdose un jour, puis le lendemain, t'as pas lu, c'est quoi? Il est où l'intérêt? Tu sais, puis intéresse-toi à tous les stages, tu sais, parce que moi, si tu me dis, des fois, il y avait du monde qui me disait, ouais, mais ça, c'est un stage de gériatrie, ça m'intéressait pas, fait que j'ai... Ouais, mais moi, là, qu'est-ce qui me dit qu'en anesthésie, disons que tu tripes sur l'anesthésie cardiaque, c'est quoi après ça? Tu vas arriver dans ton stage. Ouais, ton stage de PED, tu dis, ah, moi, ça, j'aime pas ça, la PED. Ah non, wow. Fait que c'est ça. Fait que tu vois, fait que nous, on a dit, OK, on va focusser sur tes évaluations, en fait, durant tes stages. Puis là, sérieusement, on arrive souvent à. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a des gens qu'on est capable d'éliminer parce qu'ils ont eu des mauvais stages, puis tu vois que c'est un peu plus difficile dans la clinique, tu sais. Puis ça, j'avoue que des fois, on se dit, OK, tu sais, une évaluation, s'il est capable de nous expliquer pourquoi ça a mal été, parce que tout le monde est humain, mais t'en as 2, 3, on commence à dire, parce que, tu sais, comme juste en anesthésie, mais je sais pas dans les autres spécialités, mais tu sais, nous, maintenant, on a plus de 100 demandes par année pour, genre, en prendre 10-12, tu sais. Fait qu'on prend juste les meilleurs. Fait que ça, les évaluations de stage, des stages, c'est important. On met pas tant de poids, en fait, dans le dossier sur comment tu as réussi, disons, tes examens. Tu avais du 80, 90. De toute façon, je pense que vous n'avez même plus accès tant que ça. C'est comme rendu, genre, pass-or-fail. Ouais, c'est pass-or-fail. On voulait comme écarter ça. Les examens, je pense que pré-med, on a accès, je pense. Je sais pas. Mais, en tout cas, mais tu sais, ça, ce bout-là, pour nous, si tu réussissais très, très bien, on l'acknowledge, on dit, OK, oui, tu sais, mais je veux dire, c'est pas là-dessus qu'on met notre choix. Fait que stage. Puis, l'autre chose aussi qui est important un peu, c'est de voir un peu ton intérêt. Nous, on le regarde aussi sur est-ce que tu as fait un peu de recherche, tu sais, est-ce que tu es allé voir un peu la recherche. Avant, je disais aux gens, disons, Tahir m'aurait demandé, OK, Dr. Lebon, comment je ferais si je veux vraiment rentrer en anesthésie? Je dis, aie des bons stages, on en a parlé. Mais 2, avant, je leur disais, tu sais, c'est juste ça, là, tu sais, il y a juste ça, tu peux aller voyager cet été, profite de ta vie, tu es encore jeune, parce qu'après, quand tu commences en résidence, c'est difficile. Mais je peux plus dire ça, parce qu'il y a tellement de demandes, c'est tellement compétitif que... Il faut que tu trouves le edge, parce que présente-toi, puis sois intéressé. C'est genre quand même rendu la majorité des gens qui sont capables de faire ça. Fait comment tu te démarques de ces gens-là? C'est ça. Ben, tu sais, il y a un peu d'implication supplémentaire. Tu sais, je me suis impliqué, genre, au niveau de l'académiste. L'académiste, c'est surtout la recherche. Fait que ça, il y a un peu... Ça, il y a un poids quand même là-dedans. Là. 5 à 10 % du dossier va là-dedans. Puis, tu sais, au début, je disais, ouais, mais tu sais, c'est juste 5 à 10 %, mais pensez-y, dans les stages, les gens sont tellement... Tu sais,
c'est vraiment une courbe, en fait, normale, une distribution normale, mais genre, il y a peu de gens aux extrémités. La distribution est assez normale, fait il faut que tu te démarques. Si tu veux te démarquer, un peu de recherche. Fait que maintenant, je dis aux gens, ben, tu sais, un peu de recherche va t'aider dans ton dossier parce que, tu sais, nous, c'est 0 à 5 là, pour le dossier, mais si t'en fais 0, c'est 0. Ouais. Si t'en fais un peu, c'est 2, 3. Si t'en fais beaucoup, c'est 5. Mais est-ce que ça a besoin d'être juste la recherche? Ben, parce que ça peut être d'autres choses. Nous, quand on regardait, je pense que c'est comme... Oui, la recherche revient souvent parce qu'en médecine, on a beaucoup, mais il y a d'autres choses que les gens peuvent faire. Moi, je me suis fait... poser des questions sur notre chaîne YouTube, par exemple. Oh, qui était comme. Mais ça amène le point des entrevues. Ouais. C'est quoi leur place, puis comment ça, vous l'avez vécu comme directeur de programme? Ben, l'entrevue est nécessaire. Sérieusement, je pense qu'elle est nécessaire. Puis nous, de la façon dont on fait, on choisit les 50 meilleurs dossiers, puis ces 50 meilleurs dossiers-là vont avoir une entrevue. Fait que ton dossier doit être bon, puis il y a un poids sur le dossier. Puis après ça, il y a l'entrevue. Puis l'entrevue, sérieusement... On aime prendre du poids sur l'entrevue, mais il faut quand même garder un certain bémol à l'entrevue. Nous, on cherche quelqu'un qui va être bon en anesthésie. On ne cherche pas non plus un vendeur ou tout ça. Il y a des gens qui sont super à l'aise en entrevue, puis c'est bien. Je veux dire, c'est un point positif, mais je ne veux pas choisir quelqu'un qui a un méga dossier, mais qui c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de plus gêné, un peu plus réservé. Tu sais quoi, je dis non. Ouais. Fait qu'il y a un poids à l'entrevue, mais il faut faire attention aussi à l'entrevue. C'est pour ça que nous, on pense que c'est nécessaire et c'est obligatoire, mais on pense que le poids devrait être moindre que le dossier. Est-ce qu'en amont des entrevues, il y a comme déjà un genre de ranking qui est fait puis qui est après ça modifié par l'entrevue? Ben nous, il y a tu vas avoir 2 notes, une note pour ton dossier, une note pour l'entrevue, puis après ça, on combine. D'accord. Puis, juste pour vous dire, moi, j'ai eu beaucoup d'étudiants. Tahir, ça n'était pas un de ceux-là, mais j'ai eu beaucoup d'étudiants qui sont venus à l'entrevue, puis des fois, j'étais comme... Oh non, come on, t'es meilleur que ça. On en a parlé, on s'est côtoyé. Tu m'en as parlé souvent de ta passion pour l'anesthésie. Puis, tu sais, comme à l'entrevue, t'es nerveux. Moi, écoute... J'allais dire salut à tous les gens dans le temps que c'était en présentiel. J'allais dire salut à tous les gens, puis je leur serrais la main. Là, je peux juste vous dire là, que 95% des gens ont une petite main froide et moite. Là, ils sont nerveux big time. Ouais. Puis, des fois, j'étais comme come on, je sais que tu es capable de mieux te faire valoir. On en a parlé 1000 fois, de façon moins, comme c'était plus relax. On était, disons, en salle d'op, puis on en a parlé, puis, tu sais ça. Puis juste faire attention. Oui, vas-y. Je vais juste vous dire faire attention aussi, parce qu'une des choses qu'il faut réussir en entrevue pour que ça marche, c'est d'être authentique. Fait que je sais que les étudiants se préparent beaucoup pour les entrevues. Il y a rendu maintenant des groupes de préparation d'entrevue. Nous, nos résidents, il y a une couple d'années, allaient parler aux étudiants pour dire un peu en entrevue. Moi, je leur parlais pour dire voici l'anesthésie. Les gens payent des coachs maintenant. Oui, mais là, maintenant, payent des coachs. Mais là, maintenant, tu te retrouves avec des entrevues qui sont toutes pareilles. Puis ça, tu sais, comme quand t'arrives, t'en as 50, tu sais, comme genre... Je me rappelle avoir pratiqué mes entrevues, parce que de toute façon, il faut quand même rouler tout ça. Puis Olivier Salco, qui est comme notre collègue, qui n'est pas là aujourd'hui, il m'avait dit c'est beau, Alain, mais quand tu me parles de la radio, d'habitude, tu sais, genre, t'as quelque chose dans les yeux, t'as une passion, puis là, on dirait que t'es vraiment stressé. Ouais. C'est pas du tout comme ça que tu parles de la radio d'habitude. Il faudrait que tu ressortes qui tu es, puis vraiment ce que tu veux faire. Puis je trouvais que ça m'avait beaucoup aidé pour juste dire, dans le fond, à l'entrevue, il faut juste que je laisse paraître qui je suis, puis que je puisse transmettre pour vrai pourquoi je fais ça, puis pourquoi j'applique. Parce que c'est important, parce qu'à la fin, tu sais, quand on a 50, puis là, tu dis hey, lui, c'était qui? C'est comme, pas malheureusement, on t'a vu 10-15 minutes, t'as juste dit des trucs super anodins, tu sais. Et des choses personnelles, tu sais, genre... As-tu une entrevue qui vous a marqué? Il y en a plusieurs qui m'ont marqué négativement. Mais tu sais, positivement, sérieusement, c'était pas... je veux pas en nommer, mais quand on était capable d'avoir une vision personnelle de pourquoi l'anesthésie, quand tu nous faisais ressortir un truc qui, toi... Pourquoi tu voudrais aller là-dedans, puis pourquoi je devrais te choisir. Là. Souvent, tu dis ah oui, lui, je me rappelle, c'était bon ce qu'il a dit là-dessus. Parce que si tu répètes tous les trucs que, disons, soit les résidents t'ont dit ou le coach t'a dit, ça va être une bonne entrevue. Tu ne te seras pas planté, mais tu ne te seras pas démarqué. Là. Super intéressant. Puis malheureusement, puis pour vrai,
on pourrait en parler genre pendant une journée. Là, de C'est tout fini? c'est presque fini. Jazz nous a déjà fait le 5 minutes de la fin. Mais je veux quand même prendre un petit 2-3 minutes pour parler de leadership. Puis pour vrai, moi, quand je pense à un leader, puis ça peut vouloir dire plein de choses, là, le leadership, mais je pense à vous. Puis je pense notamment à une des choses que vous nous dites souvent comme résident, c'est penser au patient, puis pense au patient comme si c'était ta mère. Puis pour vrai, on a des journées qui sont longues, que tu es comme exténué, puis l'empathie, c'est quand même quelque chose qui est dynamique. Là. Tu peux pas être la personne la plus empathique, même à 3 heures du matin tout le temps. Mais penser à ça, ça m'aide beaucoup. C'est quoi pour vous être un bon leader, puis surtout de garder le patient en tête là-dedans? Ben, tu sais, être un bon leader, il y a plusieurs façons d'être un leader. Moi je m'estime comme un leader un peu par exemple, parce que je suis un gars impliqué puis je travaille fort. Il y a des gens qui sont hyper intelligents, hyper talentueux, hyper doués, puis ça, c'est important. Il y a des leaders qui vont leader par ça, parce qu'ils connaissent tout, puis ils sont capables ils sont meilleurs que d'autres dans leur geste technique. Tout ça. Moi, c'est pas vraiment ma façon de voir. Je pense que je suis un bon anesthésiste, mais je pense que moi, je m'implique. J'arrive plus tôt le matin, je travaille fort, je me suis impliqué dans à peu près 1000 domaines. J'ai été directeur de programme, directeur de département, je suis chef à l'Institut. Je m'implique. Puis moi, en fait, de la façon dont je le vois, puis oui, quand je suis dans ma salle d'op, puis je m'occupe de mon patient, à chaque jour, puis chaque patient, je me dis, OK, si c'était ma mère, si c'était mon fils, si c'était n'importe qui, comme... En fait, est-ce que je le ferais comme je le fais là? Parce que, nous, il y a plein de questions, là, disons, puis c'est des questions théoriques, je mettrais-tu un Swan Ganz? Parfait. Ben, comme moi, je décide de ne pas mettre un Swan Ganz à ce patient-là. C'est-tu parce que je suis fatigué puis ça me tente plus ou je veux pas trop faire d'efforts ou tout ça? Mais si je me dis, hey, ta mère, tu y mettrais-tu un Swan Ganz? Si je réponds oui puis je mets pas un Swan Ganz au patient, ça marche pas. Ouais. Je veux dire, si tu dis oui, t'en mets un. Puis j'ai déjà fait une personnalité très connue, là, puis je dirais pas non, mais c'était quelqu'un de très connu, puis allez-vous faire quelque chose de différent parce que je suis telle personne? Je suis pas du tout. Moi, tous mes patients sont traités comme si c'était ma mère. Fait que je dis, je vais faire comme si vous étiez ma mère. Et là, il était comme, puis il dit, meilleure réponse ever. Wow. Puis c'est vrai, parce que tu peux pas commencer à changer parce que monsieur, c'est. Puis, en gros, moi, quand je vois ça, comme à mon niveau, quand je suis rendu gestionnaire, directeur, tout ça, mon but, c'est d'essayer d'avoir un leadership pour dire aux gens, je vais vous amener plus loin. Des résidents, oui, on va vous former, vous allez être sécuritaire autonome, mais je veux que vous soyez les meilleurs. Pas pour qu'on ait un bassin d'anesthésistes au Québec qui dit, en fait, wow, la qualité du service en anesthésie est malade. Puis sérieusement, moi, j'ai vu ça depuis 20 ans, puis peut-être en radio, c'est la même chose, Alain, mais en anesthésie, là, on est rendu qu'on fait de la médecine périopératoire, on voit les patients avant, on les voit après, on est impliqué sérieusement, puis il y a eu une connaissance de l'anesthésie qui a augmenté en flèche là, durant les dernières années, puis ça fait partie probablement de la popularité de l'anesthésie maintenant au niveau des étudiants, mais on va vraiment plus loin, puis moi je suis fier de la profession, puis c'est pour ça que j'essaie d'imprégner des trucs de leadership pour que oui, quand j'étais directeur du programme, que les résidents soient meilleurs, mais là, maintenant, j'aimerais aussi que les anesthésistes soient meilleurs, puis qu'ils soient impliqués dans plein de choses, puis qu'ils soient fiers de l'être. Puis j'essaie de faire ça avec notre département. J'essaie que les gens aient de plus en plus, en fait, un sentiment d'appartenance au milieu universitaire, qui aille plus loin au niveau académique, tant au niveau de l'enseignement, de la recherche. Puis j'aimerais juste ça que les gens, vraiment améliorent leurs soins aux patients, ultimement. Oui. On laisse toujours l'opportunité en fin d'épisode de dire un message, soit un message personnel ou pour des collègues ou pour des résidents. Auriez-vous un message à donner, justement? C'est surtout comme si vous parliez au Jean-Sébastien Lebon qui avait 20 ans puis qui se regarde avec l'avenir devant lui. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Je
Je trouve ça dur parce que, en fait, tu sais, j'en ai déjà donné plein, je pense, durant, tu sais, des conseils que je donne aux étudiants. Puis quand je donne des conseils aux étudiants, j'essaie de me replacer. Moi, j'aurais aimé ça qu'on me dise ça, un peu comme mon ami qui m'a dit « Hey, garde l'esprit ouvert quand tu fais tes stages, tu sais, puis fais des choses. » Une des choses que je, tu sais, puis que je pense qu'on ne peut pas aborder, puis une des choses que je suis très conscient, c'est que, tu sais, moi, je suis différent de mon père, puis des étudiants, maintenant, ils sont différents de moi, puis il y a beaucoup de discussions un peu sur la différence de génération, puis un peu les trucs générationnels. Mais moi, en fait, je vois ça différent. Tu sais, je pense que présentement, il y a beaucoup de gens qui sont, en fait, où c'est plus important qu'avant. Quand je regarde mes patrons à moi, puis maintenant les jeunes, c'est un peu différent, en fait, de la façon dont ils voient leur profession. Puis, il y a quand même beaucoup d'importance qui est mise sur l'équilibre travail-famille, travail perso, travail-loisir, ce qui était un peu moins vrai dans le temps. Mais ça, j'ai beaucoup de gens qui vont chialer, qui vont dire que c'est pas bon. Ça, c'est totalement faux. Je pense que c'est bon. C'est bon, mais il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter parce que on pourra pas faire, comme juste vous donner un exemple, j'ai essayé de faire beaucoup d'événements en présentiel parce que je pense, dans mon département, pour essayer que les professeurs se voient plus souvent, qu'on échange, qu'on aille plus loin. Ça, les événements en présentiel, ça pogne moyen. Tu sais, sérieux, c'est un jeudi soir où il faut encore aller faire des trucs pour la job. Venir, je comprends que ça allait prendre peut-être un verre de vin avec les copains, là, mais puis avoir une petite conférence, mais les gens viennent moyen. Fait que, tu sais, puis c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés, c'est parce qu'ils mettent leur importance ailleurs. Et puis, ça, je pense que c'est important. Fait que moi, j'ai essayé de m'adapter. Fait que je fais beaucoup de choses maintenant virtuelles. Fait que le matin, de 7h à 8h, tous les jeudis, tous les derniers jeudis du mois, il y a une présentation scientifique. Ça, j'ai plus que 120 personnes qui viennent. Fait qu'il va falloir s'adapter pour être capable d'utiliser, en fait, ce changement de façon de voir la vie. Mais je veux juste dire là-dessus une autre chose, c'est que vous nous apportez beaucoup parce que, tu sais, les nouvelles générations, parce que, oui, vous êtes différents, fait que nous, ça nous challenge, mais vous allez apporter beaucoup au système de santé, puis il y a beaucoup de choses, en fait, qui vont émaner de ça. Mais je pense qu'il va falloir trouver quand même des solutions pour offrir l'accès aux services puis l'accès aux soins, parce que si vous me dites, si tout le monde me dit dès demain que eux, c'est 30 heures semaine qu'ils veulent travailler, plus ou moins réaliste. C'est dur, mais il va falloir trouver des solutions ensemble pour aller plus loin. Mais je pense que à chaque génération, il y a des nouvelles choses qui sont amenées. Puis ça s'appelle le progrès. Puis il faut avancer avec ça, puis il faut s'adapter, puis il faut juste qu'ensemble, on prenne les bonnes parties de chaque génération pour faire quelque chose d'encore meilleur. C'est magnifique. Super. On ne pouvait pas finir mieux. On tient à remercier Dr Jean-Sébastien Lebon d'être venu au podcast aujourd'hui. Je pense que c'est un épisode que vous allez beaucoup apprécier. On a touché énormément de choses. Fait que merci de votre ouverture. Je pense qu'on a parlé de plein de choses. Puis je pense que c'est rare d'avoir quelqu'un qui vient puis qui s'ouvre autant à nous. Fait que merci infiniment, Dr Lebon. D'ailleurs, c'est juste... Tu sais, sérieusement, 35 minutes pour moi, là, tu savais que ça n'avait pas d'allure. Oh, ouais. Ça aurait pris 3-4 heures. Il aurait fallu 90 minutes au complet. Merci les gars de m'avoir invité. Merci, puis, en tout cas, merci les gars.